vous pouvez demander à prendre la parole ou à faire un geste si vous souhaitez prendre la parole pendant les interventions. Et il est là. Ce que je vous propose, c'est qu'on le prenne. Vous le voyez bien, vous? Du coup, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de permettre à tout le monde de bien comprendre l'appel à projet, son intention et ce qui est attendu en fait par les financeurs au niveau du projet pour pouvoir faciliter la compréhension de vos dossiers et puis aussi peut-être éviter pas mal d'échanges par la suite, parce qu'on a vu que dans des précédents dépôts, il y a beaucoup d'échanges et du coup, ça augmente les délais de prise en charge et du coup de réponse des possibles financeurs. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est essayer peut-être Elvina, Cédric, si vous pouviez expliquer un peu l'intention de l'appel à projet et qu'est-ce que vous attendez des porteurs. Bon, tu commences, Cédric. Oui, alors peut-être en 2 mots, hein, puisqu'on est quand même très nombreux. Ouais. Alors nombreux, puis surtout avec des gens aussi qu'on connaît aussi par ailleurs et peut-être avec lesquels on a déjà échangé sur le sujet. Rappeler que c'est un appel à projet, alors maintenant qui est dans une phase numéro 2, mais c'est un appel à projet. Le premier a été lancé en juillet 2017. À la fois, c'était pour répondre à des demandes, à des attentes de certains collectifs qui étaient déjà constitués sur la région pour pouvoir être accompagnés dans le développement de leur projet. Donc c'est un appel à projet qui était construit aussi en réaction avec des demandes, et puis dans une phase un peu intermédiaire où on est passé à la fois donc dans une région beaucoup plus grande, où on a eu des réorganisations territoriales de collectivités, d'intercommunalités, et alors pas toutes, hein, mais une grande partie de ces intercommunalités, puisque ça représente quasiment 80% des intercommunalités sur la région, ont des obligations de travailler sur des sujets énergie-climat, ne serait-ce qu'à travers les plans climat, air et énergie territoriaux, que parallèlement, on est aussi dans une situation où on a un schéma régional qui doit structurer aussi les objectifs territoriaux de la région sur les sujets des énergies renouvelables. On a eu aussi des avancées assez importantes avec la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, qui notamment permettait aux collectivités d'être un peu plus présentes dans le développement des projets d'énergie renouvelable. Et enfin, dernièrement, alors ça, même si c'est des choses qui sont venues un petit peu par la suite, on est aussi dans le cadre des appels d'offres de la CRE au niveau national sur des bonifications sur les projets qui associent tout au moins des citoyens au moins dans leur financement. Voilà, donc tout ça, c'était un certain cadre. On a des exemples sur notamment la région Occitanie, qui est pas très loin, où on est quasiment dans une 3e, voire une 4e phase d'accompagnement public des énergies citoyennes sur le territoire. Pour nous, on estime qu'on est encore dans une phase 1 ou 2, hein, donc il reste encore pas mal de choses à faire, peut-être trouver d'autres systèmes pour accompagner les uns les autres. Ce qui fait que notre appel à projet, c'est un appel à projet qui est relativement large, qui laisse un petit peu la place aussi à la discussion, à la proposition. On a essayé de le structurer alors, on l'a structuré au moins dans le règlement en principalement 4 étapes. Il y en a une 5e qui figure, mais voilà, c'est pratiquement 4 étapes. À la fois une étape, la première, c'est celle qui doit s'appeler phase 0 sur le document, Magali, qui est la phase où on est plutôt on est plutôt en attente de collectivités qui s'emparent du sujet. Alors, soit qui s'en emparent parce que elles estiment que c'est vraiment une façon d'associer assez largement la société civile
à des projets publics, soit parce qu'elles estiment que la transition énergétique ne repose pas uniquement sur leurs épaules et qu'il faut associer large. Donc cette phase 0, elle consiste finalement à accompagner financièrement une collectivité, à recruter quelqu'un pour travailler sur le sujet ou à s'entourer de structures locales pour développer le sujet. Donc c'est ce qu'on appelle la phase 0, collectivité, impulser des projets. On n'est pas sur quelque chose directement d'opérationnel. On n'est pas forcément sur une phase, enfin sur un investissement en particulier ou une série d'investissements. On est vraiment sur une collectivité qui va organiser dans la durée l'animation du sujet pour à la fois l'intégrer dans sa propre maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour impulser, et c'est surtout ça qu'on attend, pour impulser la dynamique, sécuriser les structures qui peuvent être associatives au niveau local, qui ont envie de s'investir sur le sujet. Donc ça, c'est la phase 0. Et ensuite, on a alors 3 autres phases. Une phase 1, mais finalement elles sont assez comparables après. Hein. C'est des phases. La phase 1, on est plutôt sur des questions d'émergence de projet. La phase 2, et puis la phase 2, on est plutôt sur le développement du projet. Et enfin, la phase 3, on est plutôt sur la phase d'investissement. Là, on est vraiment sur des porteurs de projets qui ont des projets arrêtés. Alors, ça se construit, ça se fait pas du jour au lendemain. Et c'est ce qu'évoquait Magali tout à l'heure sur parfois quelques difficultés au moment où on reçoit les propositions des uns des autres. C'est que parfois on en est à l'émergence et parfois même pas à l'émergence. On est à l'émergence de la dynamique, mais pas forcément à l'émergence du projet. Voilà. Et sur ces phases 1, 2 et 3, voilà, qui sont des phases plutôt d'accompagnement des projets, on a un soutien qui peuvent se cumuler. On a un soutien qui est plutôt un soutien à de la prestation extérieure. Je continue. Vas-y. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui. Oui, non, c'était juste pour les territoires qui ont déjà qui sont déjà territoires énergie positive, notamment qui ont des chargés de mission pour le TEPOS. Est-ce qu'il peut y avoir également un autre soutien pour la phase 0? Ça dépend. Est-ce que vous avez déjà bénéficié de l'aide de la région et de l'ADEME sur la partie de l'animation? Ah ben on a de l'animation, mais sur le TEPOS. Voilà. Sur le TEPOS qui est plus large que cet appel à projet. Alors, c'est pas forcément pour entrer dans le détail, mais au final, sur les collectivités qui sont accompagnées depuis 2017 financièrement sur la stratégie TEPOS, il y a bien des aides qui sont affectées à du temps humain. Donc celui-là ne se cumule pas avec un recrutement supplémentaire. D'accord. Voilà. Par contre, il y a aussi un volume financier qui peut être affecté sur des prestations extérieures, ce qui peut relever d'études, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et ainsi de suite. Et sur cette partie-là, alors c'est le cas pour certaines collectivités, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le cas pour certaines collectivités sur la région, elles sous-traitent cette partie animation, soit un prestataire extérieur, soit ce qu'on attend, peut-être pas immédiatement, mais ce qu'on attend assez rapidement, peut-être courant 2020, c'est plutôt une prise de participation d'une certaine manière, soit via de la prestation, soit du soutien financier à des structures citoyennes présentes sur le territoire. Et ça, oui, ça rentre dans une partie qui est déjà éligible et qui peut se cumuler si la collectivité a déjà dépensé l'intégralité de son enveloppe TEPOS. D'accord. Donc il y aura moyen de cumuler par le biais de prestations extérieures. Voilà, tout à fait. Ok. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Oui, mais pas par rapport à la réponse de Cédric, parce qu'effectivement, il a très bien présenté le projet, l'objectif. Magali, elle a précisé également que parfois, on reçoit les projets qui sont vraiment tout au début du développement ou dans la phase de réflexion. Donc nous, en fait, notre objectif, c'est d'accompagner ces acteurs-là, mais on a besoin vraiment d'avoir les réponses déjà très très claires dans les réponses à l'appel à projet. Donc c'est un 12e document que Magali elle vous a transmis. Donc c'est le trame des réponses. Donc déjà il faut le remplir en apportant tous les éléments vraiment de compréhension et des bases
en commençant vraiment par les objectifs du projet, l'organisation, toute la démarche, les calendriers. En fait, l'objectif est que nous, quand on lit de l'autre côté, il faut qu'on comprenne vraiment comment votre projet est construit et comment vous allez le faire en fait. J'insiste également sur la partie, on va dire, administrative et financière du projet, parce que à chaque fois, vous avez toute une liste déjà dans la partie du trame du dossier de la candidature, les éléments administratifs à nous transmettre. Donc, ce sont les éléments à nous transmettre en même temps que votre candidature, tout simplement pour qu'on puisse aller un tout petit peu plus vite déjà entre l'ADEME, la région, on se consulte à chaque fois lorsqu'on reçoit des réponses. Et tout simplement, le fait qu'on a tous les éléments, ça nous permet d'aller plus vite, vraiment en échangeant avec le porteur de projet, mais aussi à la préparation de la décision. Tous les porteurs de projet souhaitent que la subvention soit accordée rapidement. Donc, du coup, il faut nous fournir les éléments pour qu'on puisse préparer les décisions également rapidement. Donc, j'insiste aussi sur le fait parce que souvent on reçoit on reçoit les réponses par mail. Et parfois, il y a une partie que est prise par l'ADEME, l'autre partie que est prise par la région. Il serait vraiment souhaitable de nous mettre toujours en copie parce que, un exemple tout simple, toute la partie des statuts de l'association qui sont transmis par exemple à l'ADEME, alors que moi je veux intervenir un tout petit peu sur une autre phase du projet, j'aurais besoin des mêmes pièces. Donc du coup, ça, moi je les enregistre directement, j'en ai dans le dossier et du coup je ne vais pas revenir encore une fois vers les porteurs de projet pour qu'ils me renvoient les mêmes pièces. Je l'aurai, donc du coup ça sera beaucoup plus fluide, je pense, pour vous et pour nous également. D'accord. Et est-ce que c'est une convention du coup tripartite ou est-ce que comme pour tes postes, il y a une convention avec l'ADEME et une convention avec la région? Il s'agit de deux conventions séparées en fait, convention région et le porteur, l'ADEME et le porteur de projet. On est sur les conventions séparées parce qu'on n'intervient pas toujours sur la même phase en fait. Donc c'est pour ça. D'accord. En fait, l'objectif pour simplifier les échanges, c'est qu'il y a un seul contrat par phase, même pour vous, du projet, de manière à ce que les versements, notamment de la subvention, puissent se faire assez rapidement et qu'on soit pas sur des contrats qui couvrent à la fois de la phase d'émergence du projet jusqu'à la phase d'investissement, parce que parfois il peut se passer 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'est relativement long et c'est pas toujours tenable. Alors pour une collectivité, ça peut s'absorber peut-être plus facilement, mais pour les collectifs citoyens, il faut rythmer ça de manière à ce que les versements puissent se faire assez régulièrement, à chaque fois quasiment que des dépenses importantes sont engagées. Oui. Du coup, maintenant qu'on vous a présenté les documents et que Cédric et Alvina vous ont présenté un peu leurs besoins, n'hésitez pas à prendre la parole en activant votre micro, parce que je vous ai presque tout coupé pour qu'on n'ait pas de bruit parasite. Excusez-moi, c'est pas pour vous couper la parole, c'est plus vraiment pour faciliter la prise l'entente par tous. Donc, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à poser des questions si vous le souhaitez. Oui. Et présentez-vous qu'on sache, parce qu'on ne voit pas forcément vous présenter. Bonjour, Yol87, Franck Debord. Okay. Vous entendez là? Oui. Oui. Très bien. Voilà, j'avais une question concernant la phase 0. La phase 0, puisqu'en fait, nous, on a en tête plusieurs projets qui concernent plusieurs communes, mais d'intercommunalités différentes. Est-ce que sont concernés dans la phase 0, par exemple, un collectif de plusieurs municipalités? Ou est-ce que c'est uniquement l'intercom qui est concerné?
Alors nous on a bon c'est le cas sur le secteur sur lequel vous êtes finalement avec la communauté de communes Pays de Nexon Montchalut, mais pas que. Cette Comcom c'est une Comcom qui est soutenue dans un cadre TEPOS, donc ça veut dire que côté région et ADEME on a donné des moyens financiers à cette collectivité pour qu'elle s'implique sur le sujet. L'implication ne veut pas dire uniquement une implication financière, mais bon c'est en partie le cas. Alors mais pour l'instant ça ne couvre pas les autres communautés de communes voisines. Voilà, que ce soit Saint-Thierry ou Périgord-Limousin ou même Ouest-Limousin, sont des collectivités qui, pour l'instant, ne sont pas soutenues financièrement dans un cadre TEPOS. Mais Donc, il y a une partie pour l'instant. Mais c'est vraiment là. Est-ce qu'une commune toute seule est éligible, par exemple? Alors, une commune toute seule serait éligible à la phase 0. Maintenant, ce qu'on attend, c'est en particulier que les collectivités, en plus sur votre secteur, qui portent volontairement des plans climat ou des TEPOS, redistribuent une partie de l'argent qui leur a été confié dans le cadre TEPOS. Après qu'elle redistribue via la commune ou directement via EOL 87, ça peut se discuter. Mais on est vraiment sur des projets pour nous qui sont des projets de territoire et qui doivent concerner, en particulier sur l'éolien, un échelon plus large que le simple échelon de la commune. D'accord. Et ça, oui, ils sont éligibles aussi l'embauche de personnes. Alors à ce stade-là, oui, sauf le cas particulier un peu sur Pays de Nexon Montchalut où en l'occurrence on préférait que la collectivité affecte des crédits, que ce soit EOL 87 ou d'ailleurs même à la citoyenne, qu'il y ait un partenariat qui soit passé avec des structures ou en constitution ou existantes, plutôt que d'avoir du recrutement sec. D'accord. Bon. Justement, parce que nous, bien sûr, on a comme interlocuteur à la fois les conseils municipaux de chaque commune concernée, mais aussi l'intercommunalité. Mais justement, à ce niveau-là de notre projet, on n'a pas encore bien défini qui fait quoi, qui intervient sur quelle partie. Et voilà, la question, c'est ça, c'est à qui est-ce qu'effectivement on va faire telle ou telle animation du projet, quoi. C'est vrai que le soutien là sur la partie phase 0, c'est vraiment un soutien à l'amorçage. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais même le soutien financier, il est de 15 000 € par an, donc maximum. Donc puis sur 2 ans, donc à la fois c'est court et puis ça couvre pas les dépenses d'un équivalent temps plein. Donc c'est vraiment pour accompagner une construction financière qui se fait à plusieurs, quoi. Ça doit pas être le seul élément structurant du financement du poste. D'accord. Oui, mais ça peut toujours aider, par exemple, de prendre à mi-temps une personne. Nous, on a l'intention d'embaucher notre stagiaire à l'avenir, pour ces 3 projets-là. Et ce qu'on cherche, c'est savoir comment on peut faire et quel soutien financier on peut avoir. Et c'était pour savoir si on se regroupait avec la mairie, avec les 3 mairies et la Comcom, voir si on ne peut pas embaucher quelqu'un pour avoir des droits pour aider cet emploi-là. Voilà, c'est un peu les possibilités, ce sont celles-là, c'est d'y aller forcément à plusieurs et prioritairement plutôt avec les intercommunalités, même si les communes en plus peuvent faire partie, puis doivent faire partie de toute façon du projet, mais principalement et prioritairement plutôt l'intercommunalité. D'accord, merci. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Lancez-vous, n'oubliez pas que vos micros sont coupés. Oui, je ne sais pas si on m'entend, Maxime. On t'entend, Maxime. Ouais, de la Comcom du Forfait. Moi, j'ai une question par rapport à la trame de réponse à la candidature. Qu'est-ce qui est attendu dans le descriptif technique, dans le cas où c'est une collectivité qui souhaite impulser l'émergence d'un collectif citoyen? Est-ce qu'il y a des attentes sur les projets qui seraient identifiés? Mais déjà, donc c'est la page 1, 2, 3, c'est le 4e carré de notre trame. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est d'avoir vraiment un modèle économique du projet. Voilà, pour qu'on puisse juger vraiment de son intérêt, la pertinence, pour qu'on sache si le projet il est déjà réalisable. Et je vous invite parce que en fait, toutes les carrés qui sont dans les trames, en fait, ça se découpe un tout petit peu avec les critères de sélection que vous avez sur la page 11 de l'appel à projet, en fait.
ce sont des éléments que nous prenons en compte. Et donc, du coup, il va falloir découper un peu les critères et tous les descriptifs, comme vous répondez. Après, comme l'a dit Cédric et Alina un peu plus tôt, c'est pour des différentes phases. Donc, suivant le moment où vous êtes dans vos demandes, vous pouvez approprier le descriptif technique, le descriptif économique de vos demandes, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le descriptif technique et économique de l'installation que vous réfléchissez à cet instant T. Ok, ça marche. Oui, et il serait du coup, dans votre présentation du projet sur la première encadrée, en fait, parce que c'est vrai, on avait parfois des projets qui présentaient tout le projet, mais au final, le financement concernait vraiment une petite partie. Donc, en fait, il est toujours intéressant de présenter le projet global parce que nous, on voit bien comment les acteurs ils travaillent ensemble, quelle est la dynamique. Mais du coup, il faut faire vraiment un petit zoom sur une petite partie qui concerne principalement une des phases, vraiment d'apporter des précisions très très claires au niveau du calendrier, de l'objectif principal, voilà, pour laquelle vous demandez pourquoi vous répondez à l'appel à projet, vraiment pour que ça soit très clair comment ces éléments-là s'inscrivent dans la globalité du projet. Et dans le tram, vous avez également une partie qui précise, c'est la partie du plan de financement, c'est le point 2 du tram, vraiment où il faut préciser, donner les détails, voilà, sur quelle phase vous répondez, et le plan de financement doit correspondre à cette phase-là. Donc, quand je parle du plan de financement, donc vraiment, il faut que ça soit très, très, très clair. Quelles sont les dépenses avec l'appui de devis, plus les ressources avec lesquelles vous allez cofinancer le projet. Donc, on voit bien que souvent, c'est l'autofinancement qui vient des emprunts. Donc, il est intéressant aussi de nous le dire dans quelle phase vous êtes au niveau des emprunts. Vous avez déjà contracté l'emprunt ou pas? Vous êtes en train de le faire? Voilà, parce que de toute façon, pour nous, l'emprunt, c'est un autofinancement, mais c'est juste pour qu'on soit assuré que voilà, vous serez en capacité de couvrir tout le projet, en fait. Donc, ce sont des petits détails, mais au niveau de la préparation de décision, ce sont les éléments considérables parce que on doit préparer les décisions en s'appuyant sur les éléments très très clairs, on les fait remonter dans les décisions. Donc voilà, et c'est avec ces éléments-là que les élus votent une aide. Ok, merci Alina. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, je vois EOL 87. Oui, justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, ça veut dire que même si on a une vision globale du projet, une présentation globale du projet, on peut présenter plusieurs fois, solliciter plusieurs fois l'appel à projet au fur et à mesure de l'avancement au titre de phases différentes, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Juste une petite précision concernant la phase sur la prime à la participation. En fait, on demande une liste des sociétaires. Donc, effectivement, on reçoit souvent ces listes. C'est juste qu'il y a des projets où, en fait, il n'y a pas beaucoup de sociétaires, mais il y en a d'autres où ça peut aller jusqu'à 200, où maintenant, il y aura des projets sur les éoliens où il y aura beaucoup plus de citoyens investis. Donc, il serait intéressant de nous transmettre également la liste en version Excel pour qu'on puisse calculer la participation. Parce que si je reçois un PDF, voilà, ça ne facilite pas voilà, les calculs de l'aide, il faut tout faire à la main. Donc, vous pouvez nous transmettre la deux versions, une version en PDF signée et l'autre en Excel.
Oui, j'ai une question Ouais. d'ailleurs sur cette prime. Entre le Oui. moment où elle fait la demande et le moment où le projet est mis en service, il peut y avoir de nouvelles personnes qui rejoignent le projet? Oui, alors pour répondre à cette question-là, donc en fait nous allons prendre en compte le nombre de ces participants au moment de la demande d'aide en fait, dans le cadre de l'appel à projet. Donc ça sera vraiment au début. Et s'il y a des promesses, par exemple, de personnes qui disent qu'ils vont prendre des parts mais qui ne sont pas encore, ça peut être comptabilisé? Non, ça pourrait pas être comptabilisé. Il faut que ça soit noir sur blanc avec le montant précisé dans le tableau. D'accord. Donc, on a intérêt à faire la demande une fois que le financement est quasiment terminé du côté des citoyens, quoi. Voilà, parce que de toute façon, l'aide à la participation citoyenne, elle est payée à la fin du projet. Donc voilà, il faut vraiment, en demandant à cette aide, il faut que votre projet soit vraiment déjà bien en cours, voilà, parce que sinon il faut attendre une aide plusieurs mois. Donc pour vous, c'est pas toujours intéressant parce que l'objectif de cette aide est aussi de l'investir ensuite dans les futurs projets. Je vous invite à lire la page 9 de la phase 3 de notre règlement où vous avez tous les éléments détaillés parce qu'il faut avoir le minimum de 20 citoyens. Voilà, le maximum par citoyen, c'est 250 €, mais le tout voilà, est plafonné à 50 000 €, ce qui peut représenter au maximum 30% du coût total en hors taxe. Okay. Et du coup, nous, on avait déjà eu, enfin, on a cette aide-là pour la première tranche de nos projets. On a demandé un déblocage. Quelles sont les pièces que vous attendez une fois qu'on demande le versement de l'aide? En fait, pour le versement de l'aide, donc il faut que, en fait, tout cela sera précisé dans la convention. Enfin, nous, justement, c'est pas précisé. J'ai fait des mails, alors peut-être pas la bonne personne au niveau de la région, et j'ai pas eu de réponse pour le versement justement de cette aide-là. Alors, je vous invite de me faire un mail parce que vu que vous n'avez pas de raison, pas de réponse, ça facilite pas votre vie. Donc, écoutez, faites-moi un mail, je me renseigne, je retrouve la convention qui concerne votre projet. On va aller lire ensemble, donc je vais vous le préciser. Okay, c'est à quel moment l'aide a été accordée? C'était au tout début. C'était au premier appel à projet. C'est au tout début. D'accord, c'était en 2018? Ouais, ça doit être ça, ouais. D'accord. Donc du coup, faites-moi s'il vous plaît un email, je m'en occupe. Oui, je vais vous faire suivre tous les documents. On va regarder ensuite la convention parce que normalement c'est précisé dans la convention. Il y a des articles spécifiques concernant les pièces à transmettre pour pouvoir toucher les soldes. Très bien, merci. Et moi, j'ai une question par rapport justement à l'aide 1 euro. Là, cette aide de la région, elle peut être attribuée dans le projet de n'importe quelle façon, c'est-à-dire qu'elle peut venir financer de nouveaux projets ou financer, je sais pas moi, des outils de communication, la fête de l'inauguration ou augmenter les parts sociales des actionnaires citoyens. Enfin, il n'y a pas de critères sur le ciblage de l'aide. En fait, déjà, cette aide-là, elle est payée à la fin lorsque le projet est terminé. Mais l'objectif principal, c'est l'investissement dans de nouveaux projets. Donc, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment, voilà, d'avoir une bonne dynamique au niveau du développement de ces projets-là. Mais après, effectivement, on va pas vérifier où vous avez comptabilisé l'aide, la subvention, voilà, sur quoi vous l'avez dépensé. Donc, l'objectif, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'investissement dans de nouveaux projets. Et vu que c'est payé à la fin, on ne vous demande pas voilà, comment vous allez l'investir, sur quel poste de dépense. Et pour la communication, il y a aussi une aide disponible sur la phase 1. Donc, du coup, c'est peut-être à voir qu'est-ce qui est plus pertinent pour le porteur de projet au niveau de sa demande. Soit c'est d'utiliser cette aide à la mobilisation ou d'utiliser cette subvention à 70% pour son budget PAL.
Donc, à voir ce qui est toujours le plus pertinent. Corentin Janotto du Auvergne, vous m'entendez? Oui. Ah, j'ai deux questions. La première, si on postule à la phase 0 ou la phase 1, par exemple, pour l'émergence ou le développement du début du projet, ben, il y a des parties du dossier de candidature qui ne pourront pas forcément être remplies. Je pense notamment au plan de financement qui a été évoqué, au descriptif technique. Si on n'a pas un projet ficelé dès le départ, ben, ces parties-là ne pourront pas être complétées, si. Bah, sur la partie financière, on est quand même sur, en particulier pour la phase plutôt d'émergence, on est sur de la prestation extérieure, donc on a un devis. Donc c'est ce qu'évoquait Evelyna tout à l'heure, c'est-à-dire que sur la base d'un devis, ce qu'on veut savoir, c'est finalement quelle est la proportion de l'aide qui va être apportée sur la dépense à réaliser par la collectivité. Voilà, si on est plutôt à 70% d'aide sur la dépense, ou si on est plutôt à 50%, parce que c'est une prestation peut-être de plus longue durée. Donc ça, c'est quand même la partie financière. Après, c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est l'intention finalement de la collectivité, c'est-à-dire qu'à la fois sur la partie d'impulsion des projets sur le territoire et puis d'émergence, quelle est la stratégie de la collectivité? C'est vraiment d'impliquer des citoyens sur des projets publics qu'elle souhaite porter, ou plutôt d'accompagner le développement de projets qui se feront petit à petit un petit peu sans elle, ou avec une participation ne serait-ce que financière, de mise à disposition éventuellement de salles de réunion, de ressources humaines, de ressources techniques, peut-être aussi de la collectivité. C'est l'intention qui compte. On sait bien que sur ces phases-là, on ne sait pas exactement combien on va avoir d'équipements en sortie, ni non plus à quelle échéance. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'on partage le risque financier avec la collectivité. On paye collectivement pour que ça se développe, mais on maîtrise pas tout ce qui se passe à l'extérieur, les obligations d'achat, les réglementations qui évoluent aussi. Donc voilà, ça fait partie du risque qu'on partage. Oui, et on n'a pas non plus de l'assurance si la phase 1 va évoluer vers la phase 2. Et deuxième question, c'est si on postule à une phase, on va dire 1 ou 0 donc en septembre ou avant le 15 décembre, est-ce qu'on pourrait repostuler à une prochaine phase au-delà du 15 décembre? C'est-à-dire que si un projet se structure à fin 2019, est-ce qu'on pourrait postuler à une autre phase début 2020? En fait, en 2020, donc avec l'ADEME, on a convenu de retravailler un tout petit peu cet appel à projet pour qu'il puisse répondre vraiment aux besoins des acteurs du terrain. Donc, on va probablement prolonger cet appel à projet. Il peut prendre une forme un tout petit peu différente. Voilà, mais tout ça, sous condition d'avoir le budget également en 2020 pour ce type de projet. mais bon, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc effectivement, vous pouvez répondre à la phase 0 et après on va pas changer, si vous voulez, des éléments de base de notre appel à projet. L'objectif c'est de vous accompagner, donc on est vraiment très facilitateur par rapport à ça. Juste un autre élément à prendre en compte, parce qu'effectivement, le deadline que nous avons fixé dans cet appel à projet, le 15 juin, 15 septembre, 15 décembre, ce sont les dates à titre indicatif, c'est pour que les porteurs de projet puissent se mobiliser. Et voilà. Et nous, avec Cédric, ensuite, on s'organise au niveau de l'analyse des projets. Ce qu'il faut prendre en compte, parce que comme vous sachez, chaque collectivité prépare ses commissions permanentes. Du côté de l'ADEME, c'est un comité. On a les dates aussi à respecter pour pouvoir préparer la décision pour les élus. Donc, pour votre information, donc si vous répondez là pour le 15 juin, du côté de la région, notre CP suivante, notre commission permanente suivante, elle a lieu le 7 octobre. Mais pour votre information, tous les éléments concernant votre structure et votre projet devraient être complets au 15 juillet prochain. Ensuite,
La prochaine deadline, donc c'est le 15 septembre. Donc, c'est tout de suite après les vacances, mais la CP, juste après, c'est la CP du 18 novembre. Donc, voilà, il va falloir préparer vraiment le dossier. Il faut qu'il soit complet déjà au 16 septembre. Mais après, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours l'opportunité de rendre votre dossier un peu plus tôt, ce qui nous laissera plus de temps à échanger, voilà, parce que vous préparez tous les éléments et ensuite, nous, on échange avec le porteur de projet. Donc, voilà, l'objectif, c'est de bien comprendre le projet et voilà, de bien préparer les décisions pour que le projet soit voté. Donc, au niveau de l'année 2010, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse avant le mois d'octobre, si on dépose en juin, c'est ça? Oui, parce que tout à fait, c'est ça, parce que la commission permanente se réunit le 7 octobre et le 18 novembre. C'est juste qu'au niveau de la préparation de la commission permanente, ça prend, c'est 2 mois, c'est 1 mois et demi à l'avance, mais il faut laisser aussi du temps au service en charge de l'appel à projet, d'avoir le temps d'échanger avec le porteur de projet, et voilà, et de pouvoir préparer les éléments à la commission permanente. Ouais. Mais la décision finale, vous avez bien raison, ça tombe. C'est compliqué, par exemple, si on attend des prestations, si on a un devis pour passer une commande sans être sûr des financements, ça risque d'être compliqué auprès des élus, quoi. Ça va faire passer auprès des élus. Alors, vous recevez une lettre, en fait. Vous recevez une lettre quand vous avez déposé votre dossier qui vous informe que vous avez droit à tel montant de subvention dans tel cadre et que votre dossier passera à telle date. Donc, du coup, j'ai pas bien compris. Vous recevez une lettre accusant réception de votre dossier et qui précise le montant de la subvention auquel vous avez droit, en fait, et que votre dossier passera à telle date dans le comité, soit de l'ADEME, soit de la région. Donc, du coup, vous pouvez vous baser aussi sur ces lettres de réception pour vous dire, parce que si vous recevez cette lettre de réception, c'est-à-dire que le service a traité votre dossier et que votre dossier est en route pour signature et pour vote à la commission permanente. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on dépose un dossier qu'on va être retenu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je comprends ce que vous voulez dire parce qu'en répondant le 15 juin, voilà, mais après... Entre le 15 juin et le 15 octobre, il peut y avoir un travail, du coup, une commande de prestation de service sans être sûr des recettes qui sont en face, quoi. Donc, au niveau voilà. Oui. Pour impliquer la démarche, c'est compliqué aussi, quoi. En fait, effectivement, le 7 octobre, ça paraît très très loin, mais sachez que le service qui prépare les décisions, on prépare pas les décisions pour que les dossiers soient rejetés. On prépare uniquement pour les dossiers qui sont complets, qui sont pertinents, et voilà, comme ça, on sait très bien que le dossier va être voté. Pour vous réconforter dans cette situation-là, de notre côté, on pourra également vous préparer, je sais pas, une attestation que votre dossier va passer en commission permanente du 7 octobre, à condition que, parce que parfois on reçoit les dossiers qui sont incomplets, donc voilà, à condition que tous les éléments soient transmis par le porteur de projet. Oui, mais ça veut dire que voilà, la problématique au niveau des élus, c'est voilà, ce que nous rencontrons comme problématique, c'est d'engager des frais si on n'est pas sûr d'avoir un financement. Voilà. Et effectivement, si on décide de répondre à l'appel à projet en juin, pour le mois de juin en phase 0, c'est qu'on a l'intention de travailler suite au mois de juin, entre le mois de juillet et le mois d'octobre, sur cet appel à projet. Donc, ça veut dire mandater un prestataire extérieur sans être sûr d'avoir les recettes correspondantes. Même si on a un courrier qui nous dit que notre demande a été prise en compte et qu'on a reçu notre dossier, on n'a pas de financement en face. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sûr tout à fait. Donc, c'est compliqué. Voilà, c'est une barrière qui est difficile à... Voilà. Mais après, tout dépend comment vous comptez vous prendre avec le projet, parce que vous, si je comprends bien, vous voulez commencer à travailler au moment dès que vous en êtes sûr que le financement va être en face. Parce que sachez qu'il y aura également la période, l'aide est votée et ensuite c'est au porteur de projet de fournir les éléments pour pouvoir être payé. Et tout dépend également de la phase, voilà, c'est pour la phase 0. Donc après, ça c'est votre collectivité.
Ouais, mais pour avoir la décision en écrit, voter, voilà, effectivement, ça sera en juillet. Mais ça dépend aussi parce que la phase 0, c'est l'ADEME qui la finance, il me semble. Donc Cédric, c'est pas le même. Ouais, mais après, au niveau des phases entre l'ADEME et la région, on n'a pas la phase 0, phase 1, phase 2 ou 3 ça s'attribue pas les phases. Notre objectif, c'est de contribuer égal à égal avec l'ADEME en cofinançant les différentes phases. Ça veut pas dire que la région intervient uniquement pour la phase 2 ou phase 3. Voilà, ça c'est vraiment entre la région et l'ADEME qui décide. Et en tout cas, là, c'était l'intention aussi c'était de vous montrer ces calendriers en fait. C'est-à-dire que par exemple, il y a des porteurs de projets qui ont déposé à une date pour déposer à la date précise. Par exemple, il y a des porteurs de projets qui ont déposé au 15 mars. Le dossier n'était pas complet, mais par contre, ils ont fini les dossiers pour le début mai, là, pour le 15 mai, pour passer à la CP de juillet. Et comme ça, c'est aussi possible de se dire avec ces timings-là que le 15 juin, vous pouvez avoir une première base de dossier que vous avez jusqu'à début juillet pour le finaliser et qu'il faut qu'il soit totalement fini pour le 10 juillet, que Alina ou que Cédric puisse le finaliser et l'envoyer dans les circuits de décision qui sont longs pour octobre. Ça, je pense que c'est important de prendre en compte ce genre de timing au niveau des demandes parce que, par exemple, il y a des porteurs de projets qui ont fait une demande en janvier pour une étape et qui ont fait une demande en mars pour une autre étape. Ça peut aussi permettre aux porteurs d'y aller progressivement et de faire passer ces dossiers en fonction des timings des comités et du timing du besoin d'argent aussi. Ouais. Et donc du coup, l'exemple que tu donnes, Magali, donc effectivement, on avait le porteur de projet qui répondait à une phase, mais il précisait dans la réponse que voilà, il compte aussi solliciter une aide pour la phase 3, voilà, dans 6 mois par exemple. Voilà, ça c'est aussi important parce que ça nous donne un signal quel sera le rythme un peu plus tard et ça nous permet de s'organiser et voilà, d'être dans les délais qui sont bons aussi pour les porteurs de projet. Alors, il nous reste 10 minutes. Du coup, si y en a beaucoup qui n'ont pas pris la parole, si vous souhaitez vous lancer, n'oubliez pas que vous êtes en muet. Et donc, du coup, activez vos micros et n'hésitez pas à poser vos questions. Alors peut-être une réflexion en attendant que ça vienne pour la suite. Donc Evelina vous l'a dit, on essaie de préparer pour 2020 un dispositif ou un appel à projet qui prenne la suite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture sur le sujet. Ce qu'on attend, alors peut-être en fonction des présents, mais voilà, peut-être d'Éric Bedin, de Valérian, des collègues d'EOL 87 et puis peut-être de Yannick, c'est d'imaginer ou de proposer ou de demander à la limite les éléments qui vous permettraient de faciliter vos types de projets côté porteur de projets citoyens, quoi que vous soyez déjà en structure constituée ou pas. C'est que vous-même de votre côté vous nous fassiez des propositions ou une expression tout au moins des besoins qui pour l'instant ne seraient pas couverts par l'appel à projet parce qu'il n'a pas non plus il couvre forcément pas tout. Et puis le pendant côté collectivité, où si justement il y a des éléments qui font défaut quoi dans l'appel à projet, de manière à ce que finalement on ait un dispositif qui soit peut-être un peu plus clair et puis fléché selon le type de structure, de manière à répondre à vos besoins, parce que pour vous le dire directement, on est quand même sur un appel à projet qui a été imaginé il y a 2 ans. Les choses ont quand même largement évolué aussi depuis il y a 2 ans, et il colle plus forcément aux besoins des uns des autres. Donc, si vous avez des éléments qu'ils soient financiers, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient plutôt de flécher des crédits sur des sujets qui sont pas listés dedans, c'est le moment aussi de nous faire remonter ce genre de propositions, de demandes ou au moins expression de vos besoins.
Vous pouvez également nous faire les propositions, quelles sont vos difficultés au niveau du dossier de candidature, hein. Voilà, qu'est-ce qui vous semble pas assez clair ou qu'est-ce qu'on peut faciliter. Ce sont les éléments qui peuvent nous aider à mieux adapter notre appel à projet pour l'année 2020. Alors, moi, si je peux… Allez-y, il y a Eric et Valérian qui veulent parler. Donc, Eric, n'ayant pas encore parlé, je vais lui donner d'abord la parole, si tu veux bien, Valérian. Oui, bonjour. Nous, on s'est nouvellement créé. Quand je vous entends, je suis effrayé de ce millefeuille administratif. On ne sait pas trop qui fait quoi. On nous a parlé de TPOS, de PCAET, l'intervention de l'ADEME, de la région, enfin bref. Donc, vu de l'extérieur, ça fait peur. La question que l'on a, elle est assez simple, c'est que, bon, nous, au niveau de la collectivité, sur le Niortais, on n'en attend pas grand-chose. Par contre, on a identifié des toitures. On a rencontré les maires concernés qui seraient d'accord le cas échéant. La difficulté, c'est qu'à un moment donné, il va falloir faire des calculs de structure, les descentes de charges, des choses comme ça. Qui finance ça? Parce qu'au départ, on arrive à mobiliser autour d'un projet où on dit, tiens, voilà, on a les devis, ça coûte tant, on va faire un projet, il faut que chacun mette un peu de sa poche et le reste, ça sera du concours bancaire. Ça, c'est compréhensible. Quand on dit qu'il faut investir dans des études sans savoir si derrière il va y avoir quelque chose, en gros, on leur dit qu'il y a une chance sur deux qu'on investisse pour rien. Là, c'est déjà plus dur à faire passer. Et la deuxième remarque, c'est par rapport au désamiantage, donc les structures fibre-ciment. Est-ce qu'il y a des aides particulières là-dessus, sachant que dès lors qu'on arrive sur une structure en fibre-ciment, c'est affolant. Donc voilà, nos questions sont relativement simples. C'est comment préfinancer les études. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler avec des acronymes et ainsi de suite. Alors c'est vrai que je m'en excuse parce que des fois on part du principe que tout le monde est au fait de ces sujets. Alors le truc tout bête, hein, mais sur la com d'Aglo du Niortais, alors, vous en attendez peut-être pas grand-chose, mais par contre, nous, on attend un peu plus quand même que pas grand-chose de la part de cette collectivité, notamment parce qu'elle a des obligations de travailler sur les questions énergie-climat. Bon, vous avez aussi la proximité avec le CRER qui est pas très loin. Donc sur des bâtiments publics, il y a quand même sans doute des choses qui sont déjà engagées entre le CRER et puis les communes. Donc tout ça, c'est plutôt pour mettre un peu de l'huile dans les rouages. Et pour répondre directement à votre question, les devis sur des études structure, ça fait partie de ce qui est finançable dans le cadre de l'appel à projet. Alors on en a eu quelques-unes, hein, c'est pas non plus systématiquement la majorité, mais c'est des dépenses qui peuvent être soutenues à hauteur de 70%, et effectivement ça peut déboucher sur un échec du projet, parce que la toiture la phase 1, ouais. Voilà, peut ne pas aller plus loin, et c'est pour ça qu'on partage le risque à la limite avec vous. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est une aide de 70% sur des dépenses que vous-même, alors vous-même étant votre collectif, et si c'est des toitures publiques, c'est peut-être le collectif et les communes, c'est quand même vous qui faites l'avance de ces prestations de services qui sont remboursées derrière à hauteur de 70%. Et les dépenses d'investissement, d'aide à l'investissement, sont vraiment sur les dépenses d'installation d'équipements photovoltaïques. Elles ne tiennent pas compte des dépenses de désamiantage qui peuvent être réelles et importantes et qui peuvent faire capoter aussi un bon nombre de projets. Ok. Est-ce que c'est bon, Eric? Je peux donner la parole à Valérian? Oui, c'est bon. Enfin, sauf que aujourd'hui, on a sollicité la collectivité et qui nous répond qu'ils ont plein de choses à faire. Ils sont en plein SCOT, en plein PCAET, et que donc ils peuvent pas nous recevoir avant les calendes grecques. Donc, moi, je veux bien qu'ils aient des obligations, mais ils n'ont pas des obligations vis-à-vis des citoyens, manifestement. Tout à fait. Enfin, ils en ont, hein, mais ils n'en tiennent pas compte. Voilà. C'est un autre débat. Du coup, je vais passer la parole à Valérian. Oui, alors du coup, moi, ma question, c'est bon, il y a une bonne partie des aides de l'appel à projet qui sont pour de la prestation. Est-ce que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres structures du réseau? Par exemple, est-ce que une aide à l'animation peut être utilisée pour financer une intervention de IENR
sur le territoire de la Student Solaire pour faire un retour d'expérience. Voilà, des choses comme ça, ou même pour de la partie études, est-ce que, par exemple, j'en sais rien, un collectif qui aurait en Nord-Haute-Vienne pourrait sous-traiter, enfin, utiliser une aide pour demander à la Student Solaire de venir sur son territoire faire des études de toiture et former les personnes de ce territoire-là à l'étude de toiture. Bon, la seule limite qu'on ait là-dessus, c'est des limites plutôt de qualification professionnelle et puis assurantielle. Donc à partir du moment où les structures entrent dans ce cadre-là, sur les études de structure et ainsi de suite, ça pose pas de problème. Ok. Et du coup, pour poursuivre, du coup, sur les phases exploitation et du coup sur toute la durée de vie du projet, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide, je crois, qui soit prévue. Voilà. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant pour permettre, une fois que les projets sont en exploitation et que les centrales sont là, de prévoir, alors contre bien sûr des objectifs de visibilité, d'animation, etc., de prévoir peut-être des aides pour justement inciter les porteurs de projets à faire vivre les projets sur la durée, organiser des visites, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être… pour faire la sensibilisation. Ouais, tout à fait, ça c'est une bonne remarque. Alors même si la phase 4, qui est finalement la phase d'exploitation, on avait plutôt en tête une phase d'exploitation de suivi plutôt technique et financier des réalisations, mais cette phase de promotion et d'association derrière de ceux qui sont en proximité pour faire un effet boule de neige, effectivement, ça fait partie des choses qui peuvent être intégrées dans l'appel à projet à venir. Pour l'instant, on les aurait plutôt intégrées, elles seraient éligibles dans une partie communication, animation, mais quelque chose de bien spécifique et puis plutôt dédié à faire vivre les projets une fois qu'ils sont réalisés. Oui, ça fait partie des choses qu'on peut tout à fait. Après, ça peut être lié aussi avec justement l'exploitation technique et économique qui, pour moi, doit être associé de toute façon systématiquement dans ce type de projet à derrière de l'animation et de la sensibilisation au grand public autour de ces énergies, économie d'énergie, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Et nous, en plus, on arrive du coup sur ces questions-là aussi en parallèle de notre développement où, comme vous le savez, on essaie déjà de faire des solutions pour embaucher quelqu'un. On va aussi chercher des solutions pour faire vivre la structure. Après, il y a aussi les limites du bénévolat qui arrivent là. Il faut qu'on trouve des moyens de travailler mieux. Merci Valérian pour ce retour. Moi, je vais faire un retour. J'ai vu qu'il y a le 87 de prendre la parole. Juste, je fais un petit intermède parce qu'il y a une structure qui n'est pas présente, c'est UNR, et qui ne peut pas postuler à, par exemple, une aide pour l'étude des projets PV de plus de 100 kilos parce qu'ils ne sont plus à 90% citoyens dans leur part sociale, puisque les collectivités ont pris un peu de part et du coup, les citoyens ne sont plus à 90%. Et c'est vrai que ça peut bloquer ce genre de critères. Je pense que ça serait bien de revoir ce volume-là, parce que c'est vrai que c'est bien pour limiter les postulants, mais je pense que comme des structures comme la Citoyenne Solaire ou UNR ou d'autres structures qui font rentrer des collectivités et qui du coup ont un volume peut-être de temps en temps, en tout cas peut-être au départ plus important que les citoyens, ça peut être bloqué sur des demandes pour leur permettre de faire des projets plus gros. Voilà, je faisais cet aparté, je sortais ma casquette Sirena. Voilà, et le 87, allez-y. J'avais deux questions, enfin une remarque et une question. La première remarque, c'est par rapport, je vais rebondir sur ce que vient de dire Valérian, ça c'est très important, parce que quand on dit projet citoyen ou participatif, ça veut dire mobiliser les citoyens, et mobiliser les citoyens, c'est ça qui est donc, lorsqu'on a la chance d'avoir sur son territoire déjà un projet qui a déjà émergé, c'est un appui extraordinaire pour le développement d'autres projets, parce que là, c'est du concret. Les gens qui sont justement un peu sceptiques ou dubitatifs ou hésitants, là, ils peuvent vraiment franchir le pas en touchant du doigt ce qui a déjà été concrètement réalisé. Donc, l'animation autour de projets, voilà, la communication autour de projets déjà en place, ça, à mon sens, ça favorise aussi très largement le développement d'autres projets. Donc là, voilà, première remarque. Et j'avais une question justement un peu sur ce côté, voilà, partenariat participatif.
le fait qu'il y ait une implication des citoyens est plus ou moins importante, ça n'exclut pas l'intervention de professionnels, notamment du développement éolien, par exemple. Parce que, en général, les collectifs citoyens, ils n'ont pas la ressource en interne, les ressources techniques, les ressources juridiques, donc ils font nécessairement appel, ils sont à des professionnels, notamment des développeurs éoliens professionnels. Souvent, nous, ça a été notre cas aussi, hein, et on l'envisage aussi pour les projets futurs, dans des partenariats équilibrés. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que ce genre de partenariat multiparti ou tripartite, entre les citoyens, les collectivités et les professionnels, voilà, c'est pas exclu dans votre schéma, quoi. Non, c'est pas exclu. Bon, c'est juste sur la partie qui est plutôt sur l'aide à l'investissement où c'est pour l'instant c'est pas fait pour, quoi. Mais là, oui, je parle bien de la phase de développement, parce que la phase de développement, ça, comme l'ont dit certains collègues, ça fait appel aussi à des compétences techniques qu'on n'a pas en interne. Voilà, les études juridiques, études économiques, études techniques, on est obligé de sous-traiter, quoi. Ouais, tout à fait. Là, il y a des choses qui s'apprécieront aussi, alors qui seront peut-être renforcées, peut-être un peu plus écrites par la suite, qui seront plutôt sur la proportion de gouvernance citoyenne dans le projet. D'accord. Voilà. Alors, pour nous particulièrement, c'est que on va faire une tripartie avec EOL 87, Énergie Partagée et WPD. Donc en fait, le but, c'est de développer ensemble et après de faire une partie, garder les parts d'un côté citoyen et participatif de l'autre. Donc là, ça poserait pas de problème aussi, du moment qu'il y ait du participatif de leur côté, de rentrer dans le projet avec eux. Non, ouais, là, ça pourrait coller. Alors après, c'est peut-être des cas un petit peu particuliers parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça sur la région. Et alors, je sais pas si vous ferez appel aussi par ailleurs à Énercité, mais voilà, il y aura peut-être une maquette financière sur ces coûts de développement qui soit purement technique, juridique, financier ou appropriation, adhésion territoriale au projet, qui seront, c'est quasiment du sur-mesure, quoi. Oui, puis c'est plus approprié puisque quand vous regardez dans l'appel à projet, c'est je crois 15 000 € max pour les études, il me semble, un truc comme ça. Fait, donc c'est pas forcément. 20 000. C'est 20 000, mais voilà, l'ordre de grandeur est. Voilà, l'ordre de grandeur n'est pas forcément adapté pour les projets éoliens, alors que l'université est beaucoup plus adaptée pour ce type de projet. Après, ça peut être aussi la partie EOL 87 sur les études. Nous, on a prévu par exemple 150 000 € pour les études. On sait qu'on va avoir à trouver 150 000 € pour les études de faisabilité et toutes les études qu'il y a à faire. Donc, c'était sur cette base-là, en sachant qu'une étude comme celle qu'on veut faire, c'est sur la base de 600 000 € à 3, quoi, avec Énergie Partagée, EOL 87 et WPD. Donc, c'est sur 3 territoires différents. Donc, c'est vrai que ça fait gros. Mais notre partie à nous, EOL 87, ça comprendra que 150 000 €. Et ça peut être cette partie-là qui serait prise en charge par. Sur laquelle l'aide serait affectée de manière à permettre au collectif de rester important dans la gouvernance du projet, quoi. Voilà, c'est exactement la question. Mais c'est là, il n'y aurait pas de souci pour ça. En tout cas, c'est du sur-mesure parce que, comme on te le disait, le volume pour l'instant financier qu'on prévoit sur ces études est pas à la hauteur, quoi. Oui, mais ça, c'est pour nous, même si ça peut servir d'amorçage. La Charlène qui peut intervenir. On sait très bien que ça ne va pas couvrir les 150 000 € que nous on a besoin. Mais bon, il va y avoir le collectif qui va rentrer, qui va nous aider pour les études et tout. Donc on a prévu de faire l'ouverture de capital, c'est pour ça qu'on va changer la société. Et tout ça, il y a plein d'aides qu'on peut avoir pour la nouvelle société qu'on crée, passer EOL 87 en SAS. C'est un coût. C'est un coût c'est des coûts préalables. C'est des coûts préalables, donc ça on peut tout à fait le faire passer là-dedans. Mais après, ce que je voulais être bien sûr, c'est que comme on va travailler en tripartite, que ce soit bien éligible, donc. Il n'y a pas d'objection de principe. De principe, voilà. Ouais, tout à fait.
il y a un autre cas en Charente-Maritime, hein, avec un projet en co-développement aussi, où le collectif citoyen, je ne sais pas si Evelina, c'est vrai que vous avez déjà eu leur dossier, ou je pense qu'il est en cours. L'idée, c'est que ils fassent financer toute la partie concertation, en fait. C'est-à-dire qu'ils fassent sous-traiter et qu'ils fassent une demande de financement via l'appel à projet pour la prise en charge de toute la partie concertation par un bureau d'études, une structure qui soit une structure spécialisée pour l'accompagnement de la concertation. Donc voilà, et donc là, on est bien aussi dans cette dynamique-là, que le collectif citoyen, en l'occurrence l'association, là, elle prenne en charge la partie citoyenne du projet, et du coup, il y a une logique à faire financer ça dans le cadre de l'appel à projet. La difficulté sur ce genre de projet, c'est d'avoir accès, j'imagine aussi pour les financeurs, au contrat en fait qui lie les différentes parties, parce que pour avoir de la transparence sur ce qui va advenir de ces projets-là, il faut aussi que les financeurs puissent avoir les accords en fait entre les différentes parties. Donc ça, il faut qu'il soit signé déjà, et il faut qu'il soit finalisé, et puis il faut qu'il puisse être transmis. Je pense que c'est important. Mais ça, pour ça, il n'y a aucun souci, parce qu'on va faire un pacte de partenariat, donc ça sera clair pour tout le monde, pour les tripartis, aussi bien Énergie Partagée, OL 417 que WCD. Il va y avoir un contrat de partenariat signé entre les tripartis. Voilà. Bon. Sachant qu'on s'engage les uns les autres sur cette telle phase du projet. Ouais. Alors, on a un peu dépassé le temps, du coup, je vous propose d'arrêter là sur un beau projet éolien qui va nous apporter plein d'électrons, de mégawatts citoyens sur notre belle région. Et si besoin, le webinaire a été enregistré, donc du coup, on va vous envoyer le lien pour pouvoir le re-regarder. Et n'hésitez pas sinon à nous poser des questions, soit à Charlène, soit à Célestine, soit à moi, soit directement à Evelina ou Cédric, suivant les possibilités. Et comme ils vous l'ont proposé, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail pour faire des propositions d'amélioration de cet appel à projet. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir candidater, si ce n'est au 15 juin, au 15 septembre ou au 15 décembre, pour avoir plein de projets en Nouvelle-Aquitaine. Cédric et Evelina, vous voulez dire un petit mot de fin? Ben non, mais merci pour votre participation. Puis encore une fois, on attend de votre côté soit des candidatures dans l'immédiat, soit des propositions pour adapter au mieux l'appel à projet 2020 à vos besoins et puis aux besoins de structures qui vont démarrer. Donc remettez-vous dans la posture de structure qui démarre le sujet et faites-nous remonter par écrit vos propositions. Merci. Et aussi vos difficultés. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne matinée et à très bientôt. Merci. Merci à vous tous. Merci, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sim, on peut s'appeler? Oui. Ouais, on va s'appeler Charlène. Ouais, ok. Au revoir. Merci.